Beaucoup, donc désolé pour ce retard. J'avais prévu un speech de 2h15, mais je vais le réduire un tout petit peu. Alors, beaucoup de choses ont été dites par Pierre Sellal. C'est vrai que la croissance des pays émergents a quand même été très très résistante finalement en 2012. Les pays émergents ont ralenti, c'est indéniable. Mais globalement, 4,9% en moyenne, ça reste un très bon score. Et je dirais que même pour les pays qui ont inquiété, qui ont déçu par leur ralentissement, comme le Brésil, bon, 1,1% de croissance, c'est quand même très faible, bien sûr. Il faut se rappeler qu'historiquement, les atterrissages du Brésil étaient plutôt à zéro. Donc finalement, la performance relativement à l'histoire du Brésil n'est pas si mauvaise. Je crois qu'aujourd'hui, quand même, les pays émergents savent mieux gérer des atterrissages en douceur, en tout cas moins douloureux qu'auparavant. Alors, on est très positif sur la croissance, vous le voyez, en 2013. On pense qu'il y aura une accélération à 5,2%. Pourquoi? Pour deux raisons. D'abord parce que les pays émergents ont eu des politiques économiques réactives mais assez prudentes quand même. Donc ça, on en recueillera les fruits en 2013. Et puis deuxièmement, parce qu'il y a un élément qui, je dirais, hors cycle, tient à la croissance des pays émergents, c'est évidemment l'expansion des revenus des classes moyennes, qui est vraiment un élément de la croissance absolument fondamental et remarquable. Alors, on a l'impression que c'est plus la peine de faire de speech sur les risques pays émergents, si quand même, heureusement, il y a encore des risques, et c'est un petit peu l'objet de mon exposé, c'est de vous montrer toutes les vulnérabilités qui demeurent au-delà de cette résistance de l'activité. Alors d'abord, évidemment, la première question qu'on se pose quand on parle de pays émergents, c'est la question de la vulnérabilité externe. Alors, dans ce graphe, vous voyez, j'ai mis en relation le taux de croissance et le taux d'ouverture, exportation sur PIB, pour deux zones, l'Asie émergente et l'Europe centrale. Voilà, c'est assez clair, en fait, il y a bien une corrélation négative entre les deux, c'est-à-dire qu'en gros, plus vous êtes ouvert en ce moment, en tout cas, plus c'est compliqué d'avoir de la croissance, à cause évidemment, notamment de la contraction en zone euro qui reste un partenaire majeur. Alors il y a deux pays qu'on a entourés en rouge qui s'en sortent remarquablement, c'est l'Indonésie et les Philippines. Ce sont des pays qui ne sont pas très ouverts et qui ont une croissance extraordinairement résistante. Là, vous avez les chiffres pour 2012, mais au-delà de 2012, je veux dire, depuis la crise de 2008, ces deux pays affichent une croissance incroyable, extrêmement résistante. Alors, donc ça, c'est positif. Et deux autres pays de l'ASEAN, d'ailleurs, qui sont intéressants, c'est la Thaïlande et la Malaisie. Deux pays qui sont très ouverts, mais qui ont quand même une croissance forte. Et la différence, c'est la politique économique. Ce sont des pays qui n'hésitent pas à conduire des politiques contracycliques et donc à absorber les chocs qui viennent de l'extérieur par des politiques très, très offensives. Bon, évidemment, la zone qui souffre, en revanche, c'est bien sûr l'Europe centrale. Vous voyez, Bulgarie, République tchèque, Slovénie, Hongrie, sont en bas à droite du graphe. Donc ils sont évidemment une croissance très affaiblie en plus parce qu'ils sont très ouverts et très ouverts à l'Europe. Manque de chance. Donc bien sûr, c'est clair, le canal commercial joue un rôle sur la conjoncture, il n'y a pas de doute. Alors qu'en est-il du canal financier? Alors là, les effets sont un peu plus ambigus. Alors si vous regardez à gauche les investissements directs, les investissements de long terme, il n'y a pas de rationnement ou de crunch, comme on dit en bon français, des investissements directs. Ils restent extraordinairement dynamiques. Il y a une attraction qui se maintient des pays émergents pour les investisseurs étrangers qui est remarquable. On reste à des flux très élevés. Là, j'ai pris les flux pour les 7 plus gros émergents. 95 milliards de dollars, ça reste vraiment extrêmement dynamique. Ce n'est pas les records qu'on a connus, mais quand même, dans une période de crise, c'est quand même remarquable. S'agissant du crédit bancaire, c'est une autre affaire. C'est-à-dire que le crédit, effectivement, des banques européennes se réduit progressivement. Vous voyez ici les données de la BRI pour les banques européennes d'exposition aux pays émergents, qui sont ramenées au PIB des zones émergentes. Bon, vous voyez, il n'y a pas d'écroulement, bien entendu, mais ça baisse lentement, mais sûrement. Vous voyez, pour l'Europe centrale, ça reste évidemment très, très élevé, 75% du PIB d'Europe centrale, et avant la crise, et 67% aujourd'hui. Donc il y a bien une réduction progressive. Alors justement, ce problème du fait que les financements externes, et au moins les crédits, sont moins présents pour les pays émergents, impose, à mon avis, un défi fondamental pour les pays émergents, qui est le développement contrôlé de leur système financier. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils ne peuvent plus compter sur leur financement externe, ils doivent s'appuyer sur leur financement domestique. Alors en la matière, là je dirais que les pays émergents sont des situations qui sont très diverses selon les cas. Alors j'ai pris ici l'agrégat crédit au secteur privé sur le PIB, tel que calculé par le Fonds monétaire. Vous avez trois cas. Vous avez tout en haut la Chine et le Vietnam, surdimensionnement du crédit.
les banques sont trop importantes dans l'économie. Alors bien sûr, ça a été très positif et très souvent, crédit très présent, c'est synonyme de taux d'investissement très élevé, donc de croissance forte. Et c'est évidemment le cas de la Chine et du Vietnam. Mais là, pour le coup, quand la norme, je dirais que c'est plutôt 90-100% pour les pays européens, vous savez qu'on est au-dessus, à plus de 125% du PIB, c'est énorme. Donc l'enjeu, il est quand même tout simplement dans le fait qu'il faut un peu restreindre le marché du crédit quand même, il faut en baisser le poids. Et puis deuxièmement, bien sûr, il faut améliorer les pratiques de crédit, parce que ça veut dire très souvent que dans les bilans bancaires, il y a beaucoup de risques. Il y a eu beaucoup de prêts qui ont été donnés de manière sans prendre en compte le risque de contrepartie. Alors au milieu, deuxième cas, Brésil, Inde, Turquie, intermédiation financière autour de 50% du PIB. Et là, ce que vous voyez entre la barre verte de 2005 et 2011, c'est qu'il y a eu une augmentation très verte. Donc il y a un phénomène de rattrapage qui est normal, c'est-à-dire que le crédit commence à prendre sa place dans ces économies, c'est clair. Ça reste encore en stock faible, mais par contre, ça croît assez vite. Et donc là, c'est un dilemme qui est très compliqué à gérer pour les pays émergents. C'est à la fois, il faut faire ce phénomène de rattrapage, il faut développer le crédit, mais en même temps, il ne faut pas le développer trop vite pour ne pas tomber dans les dérives qu'on a vues ce matin, notamment en Espagne, par exemple. Et donc là, ça demande effectivement des autorités prudentielles, des institutions qui soient fortes. Et là, les pays émergents sont très inégaux. On peut dire qu'en Turquie, il y a eu, depuis la crise de 2001, des progrès assez extraordinaires, notamment en termes de supervision bancaire. On ne peut pas dire qu'en Russie, la supervision bancaire ait connu une amélioration considérable. Donc là, l'enjeu institutionnel est très important. Et puis, il y a les cas de sous-dimensionnement du crédit. Argentine, Algérie, moins de 20% du PIB. Là, pour le coup, les systèmes bancaires sont trop petits. Le crédit est sous-développé. Alors, ça crée évidemment des contraintes. Un très faible taux d'investissement en Argentine. Sous-développement du secteur privé non rentier en Algérie, qui aurait besoin de crédit pour se développer, il ne trouve pas de crédit. Donc là, il y a vraiment un enjeu de catch-up, de rattrapage tout à fait considérable. Donc vous voyez, le problème, c'est que très souvent, les pays émergents, il y a un décalage entre le développement du crédit et le développement de l'investissement, qui lui, évidemment, a beaucoup boomé. C'est pour ça, d'ailleurs, que beaucoup d'entreprises des pays émergents ont besoin de crédit externe. Là, vous voyez à droite les dettes externes des pays émergents. Donc vous voyez qu'en Russie, bon, ça c'est un phénomène qui est assez connu, que la dette d'entreprise a beaucoup augmenté. L'Inde, un peu moins, vous la voyez, l'Inde, ça a beaucoup augmenté. Et alors, je trouve que l'Inde, c'est un cas intéressant parce que si vous prenez les ratios qu'on utilise tous dans le risque payé, ce serait la dette corporate sur le PIB, elle est très faible, c'est 5% du PIB, donc ça paraît vraiment indolore. Mais si vous prenez d'autres ratios, comme la dette sur equity du secteur des entreprises indiennes, on est à 150%. Donc le problème, c'est que, bien sûr, à la taille de l'économie, ce n'est pas énorme, mais souvent, cette dette, elle est concentrée chez certains acteurs qui, eux, ont accès, et donc il y a du risque de crédit qui peut être très, très concentré dans les entreprises, et c'est un sujet important dans beaucoup de pays, ce développement de la dette des entreprises. Alors, deuxième élément important, c'est la question de la politique économique. Donc ça, c'est vrai que de loin, les pays émergents sont dans une situation qui fait rêver. Des réserves considérables. Vous voyez à droite, on va être à plus de 7 000 milliards de réserves selon le FMI pour tous les pays émergents. C'est à peu près 25% du PIB émergent. Bon, la moitié, c'est la Chine, certes, mais dans beaucoup de pays émergents, le niveau de liquidité en devise est très confortable. Et puis la dette publique, ça, j'en parle même pas, ça nous fait trop mal. Les plus gros émergents, là, c'est 40% du PIB en moyenne, quand c'est 110% dans les pays avancés. Donc il y a des marges de manœuvre considérables. Alors, est-ce que ça veut pour autant dire que la politique économique fonctionne ? C'est une question qui doit se poser et qui se pose dans les pays émergents. Alors d'abord, premier point, il ne faut pas confondre risque souverain et risque sur le secteur public. C'est vrai que le risque souverain dans les pays émergents a, pour caricaturer un peu, quasiment disparu. Je dis quasiment parce qu'il y a encore des pays exotiques émergents qui ont encore des dettes publiques élevées, mais ce n'est plus la norme du tout. C'est-à-dire que vraiment, là, il y a eu un effort du point de vue des finances publiques considérable. Néanmoins, on a vu depuis la crise un certain nombre de défauts d'entités publiques que j'appelle quasi-souveraines. Le terme est très impropre. Quasi-souverain, ça veut dire qu'en gros, elles sont proches de l'État, mais elles ne sont pas l'État. Et alors, le plus connu, ça a été Dubai World, bien sûr, à Dubaï, mais il y a un cas très intéressant qui a été une banque publique kazakh, la BTA, qui a eu, je dirais, le fait étonnant de faire 2 fois défaut. Une fois en 2009 et une deuxième fois en 2012. Alors, c'est toujours un peu la même histoire, c'est-à-dire qu'en gros, créanciers et débiteurs jouent sur l'ambiguïté du soutien de l'État. En fait, il n'y a pas de soutien formel, il n'y a pas de garantie souveraine formelle. Donc quand il y a un problème, l'État n'a pas à donner sa garantie.
Et l'État ne donne d'autant moins sa garantie que ce sont des bons souverains maintenant. Donc ils font attention à leurs finances. Et donc on a des déconvenus. Donc ça, c'est très important de voir que certes, le risque souverain des pays émergents s'est amélioré, il y a du risque dans le secteur public émergent de plus en plus, enfin à surveiller, et on a des cas vietnamiens, des cas ukrainiens, au-delà du cas de Dubaï et du cas kazakh bien connu. Alors deuxième problème, c'est ce que j'évoquais, c'est la question des canaux de transmission dans la politique économique qui ne fonctionnent pas toujours très bien. Alors j'ai pris ici l'exemple de la Chine, parce que la Chine, c'est le cas extraordinaire, parce que c'est évidemment un pays où la dette publique est très faible, et puis bon, même si on la recalcule, de toute façon, c'est une dette en monnaie locale, donc elle ne fait pas très très peur. C'est un pays, bon, vous savez, qui a des réserves considérables, donc des moyens d'action extraordinaires. Maintenant, c'est vrai que l'objectif de la politique économique chinoise est extrêmement ambitieux, puisqu'il s'agit rien de moins que de vraiment modifier en profondeur le modèle de croissance chinois, qui est incarné par le graphique de gauche. Donc c'est, vous voyez, consommation et investissement dans le PIB. L'investissement, c'est gigantesque, c'est plus de 45% du PIB. Je crois que c'est un record mondial. Et inversement, la consommation est sous-représentée. Donc vraiment, l'urgence pour les autorités chinoises, c'est d'inverser en gros un peu ces pourcentages et de limiter le poids de l'investissement et de faire monter en puissance la consommation. Alors évidemment, un des moyens très importants, c'est de limiter le crédit. Limiter le crédit bancaire. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, le crédit bancaire, ça a été un accélérateur extraordinaire, un peu trop même, de l'investissement des entreprises. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez à droite ce que regarde la Banque centrale de Chine. Vous voyez en vert le crédit bancaire. Et ça semble bien que ça soit sous contrôle depuis 2009-2010. Par contre, ce qui a explosé, c'est toutes les formes de financement hors banque. C'est ce que la Banque centrale appelle le financement social total des entreprises. Donc c'est en fait la totalité crédit bancaire plus crédit hors banque, et notamment ces fameux trusts qui sont des officines un petit peu bizarres, mal régulées, qui évidemment effraient énormément la Banque centrale. Alors qu'est-ce qu'on voit là typiquement? C'est qu'il y a une directive du centre qui dit qu'il faut contrôler le crédit, et les acteurs au plan local, les entreprises, arrivent à détourner ces directives du centre par une inventivité financière extraordinaire. C'est dangereux parce qu'effectivement, ce qui est dangereux, c'est qu'il y a quand même un objectif très important qui est de limiter le poids de l'investissement, parce que derrière cet d'investissement extraordinaire, il y a des surcapacités. Et d'ailleurs, dans ces surcapacités, le point sur lequel on insiste à COFAS, c'est qu'il y a souvent beaucoup de petits acteurs qui ne sont pas viables. On a pris ici des taux de concentration dans deux secteurs, le ciment et l'acier. Vous voyez qu'en Corée du Sud, dans le secteur du ciment, les 4 principales entreprises font 87% de la production. En Chine, les 5 premiers acteurs font 31%. Donc, il y a des petits acteurs non viables qui peuvent évidemment souffrir du ralentissement de la croissance. Alors, c'est vrai que nous, en 2013, on pense que la croissance chinoise va être forte, à 8,5, donc c'est porteur. Mais 8,5, c'est quand même inférieur du chiffre qu'évoquait Pierre Sellal tout à l'heure, qui est la moyenne de la croissance chinoise entre 2000 et 2010, qui est de 10%. Donc déjà, quand même, le rythme de croissance chinois s'affaisse un petit peu. Et à terme, on pense qu'on tend plutôt vers les 7%. 7%, il n'y a plus de place pour tout le monde. C'est-à-dire 10%, ça va quand on a beaucoup de petits acteurs non viables. 7%, ça veut dire que ces petits acteurs sont menacés. Donc vraiment, là, l'enjeu du fonctionnement de la politique économique, c'est aussi d'arrêter ce système qui, en gros, entretient les surcapacités et aussi beaucoup de petits acteurs qui ne sont pas viables. Alors le dernier élément important dans les pays émergents, ça a été aussi beaucoup évoqué, c'est la question de la gouvernance. Alors vous avez ici la gouvernance telle qu'elle est mesurée par la Banque mondiale, qui n'est pas l'indicateur qui a été montré ce matin, qui est l'indicateur de Doing Business. Nous on prend un autre indicateur qui est le fameux indicateur de Kaufmann, donc qui est un peu différent. Et alors ce qu'on voit effectivement, c'est un indicateur relatif, donc très compliqué à utiliser. En tout cas, bon, ce qui est clair, c'est qu'il y a des pays qui ont des gouvernances problématiques. Vous voyez, il y a 3 éléments: efficacité du gouvernement en orange, respect de la loi en vert et contrôle de la corruption en bleu. Alors bon, vous voyez, Égypte, Indonésie, Russie sont jugés par la Banque mondiale avoir une gouvernance difficile. Dans le cas de l'Indonésie, c'est un pays évidemment qui a toujours été marqué par des problèmes de gouvernance. Je dirais quand même que sous la présidence de Yudhoyono, il y a une commission anticorruption qui a été créée, qui a des pouvoirs d'investigation très importants, qui a frappé des grands coups. Donc disons qu'en tout cas, je dirais qu'en apparence, ça a l'air de bouger. Bon, en Russie, certains savent que moi je travaillais beaucoup sur la Russie, ça fait 15 ans que je travaille sur la Russie, j'ai toujours connu la Russie avec des problèmes de gouvernance, donc ce n'est pas une donnée nouvelle, je dirais. Mais je crois qu'aujourd'hui, la grande différence avec il y a 10 ans, c'est que ces problèmes de gouvernance
sont moins tolérés par les populations. Et le problème, il est qu'avec l'expansion des classes moyennes, ça pose problème. Et ça pose problème parce que précisément ce phénomène d'expansion se heurte à des problèmes de gouvernance, se heurte à la corruption, se heurte à des droits de propriété qui sont mal protégés, se heurte à une administration qui est inefficace. Et les classes moyennes ont une demande, ont des exigences beaucoup plus fortes en termes de transparence, de gouvernance qu'avant. Or, elles sont plus puissantes et elles sont plus exigeantes. Et j'ajoute là-dessus que vous aviez donc les printemps arabes il y a un an dont on parlait beaucoup. Il y avait cette dimension d'ailleurs de demande de gouvernance de la part des manifestants, très importante, en Égypte, en Tunisie. Vous avez eu en 2012, enfin en tout cas fin 2011, début 2012, des manifestations en Russie où le mot d'ordre de la gouvernance était très important dans les manifestations. Vous avez des manifestations en Inde extrêmement importantes sur le thème de la corruption. Donc il y a vraiment la mise en demeure par les populations que les institutions règlent ce problème. Et ça crée des tensions majeures. Alors j'ai fait un tableau très très difficile à lire, mais c'est justement pour vous sortir de la torpeur post-déjeuner. C'est à 3 entrées, donc c'est un record. Vous avez en ligne le chômage, donc en gros un indicateur de tension sociale, le chômage des jeunes. Vous avez en colonne le contrôle de la corruption. Et puis alors les couleurs, ça correspond à un indicateur de la Banque mondiale que je vais dire en anglais, qui est Voice and Accountability. C'est très difficile à traduire en français. C'est à la fois la capacité des citoyens à s'exprimer et le fait que l'État rende des comptes à ses citoyens. Et alors évidemment, quand vous êtes en rouge, en bas à droite, vous cumulez un peu tout. Vous cumulez problème de ce que j'ai appelé expression responsabilité, un contrôle de la corruption faible et un chômage très élevé, tension sociale. Et vous voyez que sur l'Iran, la Syrie, la Russie sont dans des situations très difficiles. Pas étonnant d'avoir vu effectivement toutes ces tensions qu'on voit dans ces deux pays. Au contraire, regardez beaucoup de pays d'Amérique latine, comme le Brésil, comme le Chili, comme l'Uruguay, où on est en vert et en haut à gauche, où là vraiment on est plutôt dans une situation où il y a un peu moins de tension sociale, un peu moins, ça ne veut pas dire qu'il y en a, tout est relatif, qu'il y a un peu plus de contrôle de la corruption et qu'il y a aussi plus de voice and accountability. Donc il y a plus de capacité, en tout cas des institutions, à répondre aux problèmes. Et ça, c'est extrêmement important. Alors, comment tout ça se traduit dans nos évaluations pays, toutes ces vulnérabilités que j'ai évoquées? Alors, quand on regarde l'Europe émergente, évidemment, la question de la vulnérabilité externe joue de manière négative. Donc, on a effectivement passé l'année 2012 à déclasser beaucoup de pays d'Europe centrale. Et vous voyez que nous avons placé une surveillance négative sur la Slovénie, sur la République tchèque, sur la Pologne, des évaluations A3. Alors, la Pologne est un peu moins ouverte que les autres, mais elle commence quand même à sentir le vent de la crise européenne, l'économie ralentit. On a vu dans le secteur de la construction des difficultés, donc on met une surveillance négative. A contrario, dans les pays de l'ASEAN, le fait qu'il y ait moins de vulnérabilité externe joue très positivement sur le risque. Et donc on annonce le reclassement en A4 de l'Indonésie, qui est vraiment aujourd'hui le pays émergent qui émerge, là pour le coup, et les Philippines, une surveillance positive sur l'évaluation pays B des Philippines. Alors vous voyez que nous annonçons un déclassement de l'Inde. Alors, j'ai évoqué beaucoup la question de la dette entreprise. Je rappelle qu'on regarde le risque entreprise, donc c'est pour nous un point très important. Donc effectivement, la dette des entreprises indiennes est importante. Donc elle est vulnérable à une croissance ralentie, à la volatilité de la devise, c'est vrai. Au-delà, je dirais qu'on voit quand même des difficultés pour le gouvernement indien, malgré toutes les réformes récentes qui ont été annoncées, d'application, de mise en œuvre des réformes. Et puis, troisièmement, on sent quand même, à la fois dans ces manifestations sur la corruption, puis à nouveau ces mouvements extrêmement durs autour de la question du rôle de la femme et des drames qui se sont passés sur le viol, c'est que vraiment, il y a là aussi une classe moyenne urbanisée qui demande vraiment aux institutions indiennes de répondre à ces questions sociales, à ces questions de société, à ces questions culturelles. Donc il y a vraiment des tensions considérables et on sent que le modèle indien est en train de se remettre en question. Et c'est pour ça que nous dégradons l'évaluation pays de l'Inde. Alors, sur l'Afrique, le risque politique continue pour nous à contraindre le risque africain. Vous voyez que nous avons mis une surveillance négative sur l'évaluation pays de l'Afrique du Sud. Donc, c'est un pays dont la croissance est effectivement moins élevée en moyenne que les pays émergents. Mais je dirais aussi qu'il y a un problème qui ressemble à beaucoup de ce qui se passe dans les pays émergents, mais avec les problèmes spécifiquement sud-africains. C'est-à-dire qu'il y a une attente post-apartheid gigantesque sur les questions sociales en Afrique du Sud. Et aujourd'hui, je dirais que cette attente devient très tendue. Et on a vu effectivement ces grèves extrêmement violentes des mines cette année. Et
chômage des jeunes extrêmement élevé, inégalités fortes qui ne se réduisent pas. C'est-à-dire que la question, les tensions sociales et les problèmes sociaux ne se réduisent pas, et le gouvernement de l'ANC n'arrive pas en ce moment à répondre à ces questions, et depuis très longtemps. Donc on considère que le risque sud-africain, il n'y a pas de dégradation brutale, mais je dirais qu'il y a une dégradation plutôt lente et sûre, et nous avons levé l'assurance positive sur la Côte d'Ivoire, aussi pour des raisons politiques, parce que la croissance, l'amélioration de la situation financière sont là en Côte d'Ivoire, mais il y a des tensions sur la réconciliation nationale, des attentats qui nous font dire qu'on n'est pas confortable avec le reclassement en C. Alors en conclusion, je dirais deux choses, exactement dans la continuité de ce que disait Pierre Sellal, c'est que je crois qu'il n'y a plus de pays émergents. C'est-à-dire que ce vocable ne recouvre plus une réalité tangible. Faire cet exposé devient impossible. Les situations sont tellement diverses, les problématiques politiques, économiques, sociales, financières sont tellement différentes que je ne vois plus très bien ce que recouvre ce terme, qui est effectivement le terme que nous avons inventé, et que nous avons inventé surtout pour les marchés financiers, en fait. Le terme marché émergent, qui ne correspond plus vraiment à une réalité très claire. Je crois qu'il faudrait faire maintenant 5 exposés sur des zones ou sur des problématiques différentes à chaque fois. La deuxième chose, c'est que je crois que le grand enjeu des pays émergents, ce n'est plus la question de la croissance. Parce que même dans le cas de l'Inde ou de l'Afrique du Sud, où certes la croissance est faible, mais bon, la croissance en Afrique du Sud, c'est 3, la croissance en Inde, c'est 5,5, donc c'est quand même des croissances fortes. Ce n'est pas l'enjeu principal. L'enjeu principal, c'est qu'on a maintenant dans les pays émergents des mutations sociales extrêmement profondes et des institutions figées. Et que entre les deux, il y a des clashs, des tensions extrêmement importantes qui sont vraiment à la source de beaucoup de mutations et d'incertitudes dans les pays émergents. Et c'est un peu pour ça d'ailleurs qu'on a choisi un thème, cette fois sociologique, sur les pays émergents, les classes moyennes, qui sont une chance, c'est clair, pour nos entreprises, mais qui sont aussi porteuses, je pense, de pas mal de questions et de tensions. Voilà. Merci.